dans cette actualité qui est dramatique. Je salue Noémie Schulz, que vous connaissez, Sabrina Medjeber, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, Philippe Guibert et Jean-Christophe Koubivi, qui est secrétaire national Unité. On va parler d'Éric Dupond-Moretti, bien sûr, il est ministre, donc forcément il faut bien qu'il y ait des responsabilités sur ce qui se passe dans son administration. C'est vrai que le journal Le Parisien, ce que révèle Le Parisien ce matin, je trouve que c'est effrayant. Je ne peux pas vous dire autre chose. On a beau... On s'en doutait. Oui, un peu. Oui, mais à ce point-là. À ce point, franchement, c'est... Voilà. Alors, on va voir le sujet. Simplement, j'avais une question technique. J'ai appris que la cellule était sonorisée. Bon. Est-ce que, en écoutant direct, est-ce qu'il y a les moyens d'écouter en permanence ? Et auquel cas, ça a une responsabilité terrible, c'est-à-dire qu'on aurait fait sortir ce monsieur alors que c'est un criminel de haut vol, si je comprends bien. Ou est-ce on l'a pas fait sortir, on l'a fait sortir pour un transfèrement. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. On l'a fait sortir. Il est allé d'une prison à un rendez-vous avec un juge. Quand on dit qu'on l'a fait sortir, ça donne l'impression qu'on l'a remis en liberté. On l'a extrait, quoi. On l'a extrait. Bon. Avec une escorte pas suffisante, visiblement. On l'a fait sortir de sa prison alors qu'il devrait y être. Voilà, il devrait y rester, à mon avis. Maintenant, la discussion peut se mettre en place. Donc, est-ce qu'on savait ça, ou est-ce que ces écoutes sont a posteriori? C'est depuis quelques jours, lorsqu'on connaît ce dossier, qu'on a écouté ce qui se disait. C'est ça que je ne sais pas. Non, les écoutes se font a posteriori parce qu'en fait, il faut faire une analyse. C'est derrière tout ça, il y a aussi l'élément humain. Alors, vraiment, en cas d'extrême urgence, on a vraiment des risques, on peut l'écouter en direct, mais souvent, c'est des enregistrements. Et derrière, en fait, c'est toute une analyse. Il faut retranscrire, il faut faire des PV de synthèse, il faut tenir au courant, effectivement, le procureur de la République ou le magistrat, et au fur et à mesure. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir du renseignement opérationnel pour avancer sur une affaire en cours et surtout pour avoir peut-être des pistes sur d'autres affaires et essayer de tisser une toile. Et puis l'autre chose, c'est qu'effectivement on nous a présenté ce jeune homme comme un caïd, un petit caïd. En fait, c'est juste quelqu'un qui est au sommet d'une organisation. Alors c'est vrai que ça pose énormément de questions, parce que ces écoutes, elles datent de 2022-2023, à l'époque où il était à la prison de la Santé. Déjà, sonoriser une cellule, c'est pas tous les détenus qui sont écoutés en permanence. C'est déjà qu'on va cibler quelqu'un dont on estime que c'est plutôt une tête de gondole. Donc ça veut dire que déjà, à l'époque, on a estimé qu'il était important de sonoriser la cellule de Mohamed Amra. C'est décidé généralement par le juge d'instruction, éventuellement par le parquet, et effectivement, ce sont les enquêteurs qui doivent écouter et faire des remontées. Alors, c'est a posteriori, mais enfin, c'est pas 2 ans après, normalement. Oui, c'est pas en temps réel. La difficulté aussi, on écoute juste, souvent, on écoute les conversations téléphoniques. Mais là, c'est une cellule. Donc, c'est 24 heures sur 24. Imaginez si ça se déclenche au son. Chaque fois qu'il allume sa radio, ça va se déclencher. Donc, c'est un travail de titan. Alors, je voudrais qu'on voit le sujet quand même, parce que je dis ce qu'on a découvert. On a beau, comme vous dites, le savoir. Je vous assure, quand je dis qu'il faut tout changer en France, c'est open bar, une prison. En fait, c'est open bar, ça s'appelle open bar. Donc vous avez un ministre de la Justice qui visiblement sait ça et ne fait rien. Donc il y a un moment, les responsabilités, elles se posent quand même dans ce pays. Il y a un moment, il faut dire aux gens, moi je veux bien qu'on vienne pleurer quand des gens sont décédés et qu'on rend hommage, mais il y a quand même la responsabilité, elle existe. Alors voyons le sujet, et on en parle ensemble de Marie-Victoire Dieudonné. Le masque tombe pour l'homme le plus recherché de France. Mohamed Amra, fugitif depuis l'attaque au fourgon pénitentiaire du 14 mai, avait été mis sous écoute dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Ces enregistrements permettent aux Parisiens de dresser le véritable visage de la mouche, celui de l'impunité. Derrière les barreaux, téléphone personnel et chicha à la main, le chef d'orchestre organise ses activités criminelles. Trafic de stupéfiants, extorsion, enlèvement et séquestration avec demande de rançon, mais aussi carottage, un procédé qui consiste à dérober aux trafiquants rivaux leurs marchandises, quitte à devoir tuer. Mohamed Amra se révèle capable d'une extrême duplicité, élevant la trahison au rang d'art, le tout en recourant fréquemment à la technique de l'enlèvement. La mouche met au pas ses nombreux subordonnés et terrorise ses créanciers par la violence. À 15h09, t'avais les stupéfiants dans tes mains et t'es parti. Fils de... Pour faire Tourville-Elbeuf, 3 stations en 1h09. Je vais te niquer ta... Routeur, box de stockage ou voiture volée, l'organisation est professionnelle. Le guet-apens, rodé. Depuis sa cellule, la mouche est parfois mieux informée que ses hommes. Allô? Ouais frérot, attends, je vais te guider parce qu'il y a un barrage. Il y a les gendarmes au rond-point. Non, reviens au stop, prends à droite.
Non, pas le barrage, t'es fou. À l'issue de sa mise en examen pour meurtre, Mohamed Amra est ralenti dans ses activités criminelles. Mais 7 mois plus tard, il parvient à s'échapper et cause la mort de 2 agents pénitentiaires. Bon, d'abord, il y a une question que je me pose toujours et que les gens se posent peut-être. Comment ces informations arrivent jusqu'à un journaliste? C'est le Parisien qui le sait. C'est parce qu'il y a des gens qui doivent en avoir ras-le-bol de ça, qui sont forcément de la pénitentiaire. Ça vient forcément de la police. Ce que dit là, c'est l'Office central de lutte contre la criminalité organisée qui a fait une synthèse. Donc là, ça vient pas de la pénitentiaire, ça vient de la police. Alors, c'est la police qui en a ras-le-bol sans doute, et qui fait sortir par la presse ça. Ça ne peut être que ça. Écoutez, vous savez, alors après, moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais effectivement, quand vous avez des informations et que vous voyez tous les jours que vous risquez votre vie, vous travaillez en sous-marin et que vous essayez, vous donnez tout ce que vous avez en fait dans votre vie, vous faites les 3-8 pour essayer de lutter contre ce fléau, et que derrière, effectivement, il y a une chape de plomb politique ou même institutionnelle, parce qu'on a aussi chez nous le pas de vague dans les institutions pour connaître un petit peu l'administration. Je peux vous dire qu'effectivement, certains veulent bien travailler, mais d'autres disent, oh là là, c'est bon, on a des budgets, on va se calmer, moi je veux pas attirer l'attention, j'ai ma carrière à faire, etc. Donc en fait, dans vous êtes un petit outil, vous êtes dans le marasme et vous avez envie à un moment donné que les choses bougent. C'est pour ça et donc du coup, il y a des fuites organisées de temps en temps pour essayer justement de faire bouger les choses. Évidemment, on l'a passé plusieurs fois, mais cette magistrate Isabelle Couder, qu'on va encore réécouter, qui a dit il y a quelques semaines, la bataille est perdue, et qui s'est fait taper sur les mains, sur les doigts, par le ministre de la Justice, qui lui est dans le pas de vague, parce que lui, ce qu'il veut, c'est surtout que ça sorte pas tout ça, parce qu'il le sait, c'est en ça qu'il est responsable, le ministre de la Justice. Il sait tout ça, mais il veut pas en parler. Donc, effectivement, ça crée un problème. Donc, réécoutons ce que disait Madame Couder. La guerre contre les trafiquants à Marseille. Et tandis que nous sommes freinés par toutes les contraintes et les entraves dont j'ai parlé, les avocats de leur côté fondent un site, nullitator.fr, ayant pour vocation à recenser les cas de nullité, avec le dessein affiché d'instaurer une bonne administration de la justice, alors que nous, dans nos cabinets, nous sommes à l'asphyxie. Bon, on va être avec Pierre Botton dans une seconde, mais je ne sais pas comment vous vivez ça. Moi, je trouve ça invraisemblable. Là où je vous rejoins, Pascal, c'est sur le fait, d'abord, que tout cela, on le savait. J'ai connu des criminels qui, dans la prison, en réalité, faisaient la loi. J'ai dans la tête Ferrara, qui disposait d'une cellule à part pour faire sa culture physique, mais là, Amra, ça dépasse les bornes. Deuxième élément, la tradition française fait que plus on échoue, plus on reste en place. Il va rester longtemps, monsieur Dupond-Moretti. Oui, mais je voudrais expliquer peut-être le ressort profond qui fait qu'aujourd'hui, des ministres, à aucun moment, contrairement à d'autres pays, j'ai dans la tête la Grèce il y a quelque temps, restent en place, à aucun moment n'assument les responsabilités d'un échec. C'est qu'il me semble que notre monarchie présidentielle leur donne toujours l'impression qu'ils ne sont pas les vrais responsables. Qu'au-dessus d'eux, il y a un président de la République qui assume tout, qui fait tout, qui répare tout et qui, d'une certaine manière, ordonne tout. Et à partir de là, bizarrement, il se délaisse de toute responsabilité. Je crois que c'est au moins l'une des explications. C'est vrai que dans les questions, on aimerait des réponses. C'est qui a écouté, quand, est-ce qu'il y a eu des remontées? Parce que s'il y a eu des remontées, comment se fait-il que ce détenu, effectivement, n'ait pas été identifié comme particulièrement dangereux, et donc pourquoi il n'a pas le statut de DPS, ce qui fait que l'escorte aurait été renforcée? Et ça, quand on pose la question, je me suis entretenue avec un policier très, très, très expérimenté qui me dit, à un moment, écoutez 24 sur 24, il nous faut des logiciels avec intelligence artificielle qui permettraient d'alerter, de dire attention, là, on écoute, et là, il y a arme longue, il y a les mots évasion, enfin des choses comme ça qui permettraient, parce que c'est... Elle est, on va voir la première visite de l'écoute humaine. La première visite d'Éric Dupond-Moretti, on va le voir, elle était pour les prisonniers. Bon, c'était ça, un symbole qu'il avait donné. Et les surveillants, quand même. Je me permets il avait rencontré les surveillants. Après, il n'est pas allé juste serrer des mains Mais est-ce que, finalement, il n'y peut rien, d'une certaine manière, parce que ça a été sa vie, sa nature, c'est un avocat.
voilà, et acquittateurs, est-ce que son tropisme, et ça on peut le comprendre pour le coup. Quand les déplacements sont en prison, ça signifie aussi qu'il va rencontrer les agents pénitentiaires. Enfin, Noémie, je vous assure, Noémie, vous êtes, pardonnez-moi de le dire comme ça, le signal qui est envoyé quand un ministre de la Justice va d'abord voir la prison, c'est qu'il va voir les prisonniers. Et moi, j'aimerais qu'on s'intéresse plus aux victimes. Je suis désolé de vous le dire. Voilà, je veux bien qu'on... qu'il a obtenu une augmentation conséquente du budget de son ministère. Ils peuvent répondre que sans doute. Ces budgets-là, c'est beaucoup ciblé vers le pénitentiaire et donc vers l'amélioration des conditions de travail des agents aussi. Oui, j'entends tout ce que vous dites. Mais je vous dis, moi, je lui reproche pas d'ailleurs, monsieur. Pour le coup, je lui reproche pas. Toute sa vie, il a défendu des voyous. Il a plaidé contre. C'est le principe des avocats. Oui, non, mais lui, il a défendu des voyous. Bon. Et je lui reproche pas. Mais ça crée forcément des habitudes, un regard. Aussi, Pascal. C'était plutôt un avocat de la défense. Non, mais c'est pas... Effectivement. Donc, non, mais ça peut. Mais parfois des. Comment dire, ça peut. Comment dire. Il peut avoir un tropisme, et ça c'est humain. Et la question c'est, est-ce que c'est la bonne personne dans ce monde d'aujourd'hui? Dans votre mémoire politique, quel est le dernier garde des Sceaux qui a fait le job? Je pense qu'Alain Peyrefitte était excellent. On remonte à 50 ans, je vous signale. Je pense qu'Alain Peyrefitte, si vous me posez la question, je pense que sécurité et liberté, effectivement, était une loi importante. Je pense qu'effectivement, Robert Badinter a changé la doctrine de la justice française. La réponse est oui. On ne parle pas de Mme Taubira. Comment? On ne parle pas de Mme Taubira. On parle d'une époque tout à fait parce différente. que Mais elle pourrait... Pardonnez-moi, sécurité et liberté, vous pouvez le faire demain matin. La loi anti-casseurs, vous pouvez la faire demain matin. Pas du tout la même. Oui, c'est jamais la même chose pour vous. On a bien compris. On a bien compris. Je vais vous expliquer pourquoi, comme ça. Oui, moi je pense qu'on peut faire exactement la même chose qu'on faisait il y a 50 ans avec sécurité et liberté. Voilà. Vous étiez sur une tendance de baisse de la violence jusqu'il y a 20 ans. C'est ce qu'explique Alain Bauer dans tous ses livres, et il n'est pas démenti. Il y avait une inversion, une baisse de la violence jusqu'à une vingtaine d'années. Et le problème de Dupond-Moretti, comme de plein de gens, c'est qu'ils sont restés sur le logiciel où la violence diminue, où il faut défendre les individus, et où ce qui importe le plus, c'est de défendre les accusés. Voilà. On est rentré depuis une vingtaine d'années dans un système où la violence réaugmente, où les trafiquants de drogue, c'en est un, monsieur Amra, ont changé complètement la donne de la délinquance, de la criminalité et du degré de violence, et qu'il faut qu'on réadapte notre État, que ça soit sa justice ou ses forces de l'ordre, à un système où la violence réaugmente, où on a affaire à des mafias. Et ça, monsieur Dupond-Moretti, il n'a pas passé il n'a pas fait le gap. L'enquête avec monsieur Couvi. C'est impossible. Quand on a laissé des quartiers entiers se créer, se développer, s'autonomiser, avec un trafic de drogue qui représente une manne extraordinaire, parfois plus forte que les États eux-mêmes, il faut comprendre aussi que même peut-être Dupond-Moretti a peur pour sa vie. Quand on voit ce qui s'est passé avec le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, qui a été bunkerisé, quand on sait qu'il y a une enquête d'Europol mêlant la DE, etc., qu'ils ont dû exfiltrer un magistrat au Monténégro parce qu'il enquêtait là-dessus, quand on sait que le juge Vincent van Connerden a été bunkerisé en Belgique, je pense que les autorités aujourd'hui régaliennes ont tellement peur de la manne financière que représentent ces mafias, c'est-à-dire la DZ, la Yoda et la Moscou. Non, mais il ne faut pas l'exclure. Votre analyse est très intéressante. Mais une chose sur l'enquête. C'est tellement dangereux pour leur vie. Non, mais il ne faut pas. Là, faut tout arrêter. Oui, non, faut tout commencer. Mais il ne faut pas l'exclure. Voilà, faut tout commencer. Non, mais il ne faut pas l'exclure. Je pense que c'est un paramètre, bien sûr. C'est un paramètre très important. Il faut savoir ce qu'on veut, là. Mais ce qu'on veut. Ça fait 40 ans que la lâcheté. Non, alors, ça fait pas 40 ans. Ça fait pas 40 ans. C'est venu avec la politique de la vie. La problématique que vous soulevez, elle n'a pas 40 ans. Elle a 20 ans. Elle a Monsieur Couvi, une chose sur l'enquête. On ne sait pas où est monsieur Amra aujourd'hui. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est s'il était entre guillemets content d'être libéré. Là, il y a discussion. Pas tellement. Plus tellement.
quand on parle avec des personnes proches. La thèse de l'enlèvement gérée par son avocat dans les heures qu'on a suivies parce qu'il était estomaqué de ce que son client avait fait, qui consistait à dire il a été enlevé à son insu, ne tient honnêtement plus tellement d'accord. C'est possible, mais moi quand je lis ce matin ça, je me dis qu'il est peut-être détenteur d'informations, de réseaux, de magots, pourquoi pas, et qu'il a été enlevé pour ça. Je n'exclus pas non plus cela. Il faut rien exclure, mais effectivement l'enquête part pas vraiment dans ce sens-là. Après, effectivement, quand vous êtes dans un réseau, en fait, vous appartenez à un réseau. Peu importe votre maillon, vous faites partie du réseau. D'ailleurs, quand un caïd tombe, souvent, soit il continue à travailler en prison, le réseau continue à se développer, et puis il y a d'autres lieutenants qui sont en éclosion, qui deviennent après la relève, etc. Donc ça, en fait, si vous voulez, c'est les réseaux qu'il faut essayer d'assécher. Mais par exemple, les crosses, c'est chez nous. Les crosses oui, les crosses, c'est des. En fait, ça dépend de nos phases. C'est dans chaque département, on a des renseignements opérationnels. Et en fait, l'année dernière, ils ont identifié 290 réseaux. Imaginez, il y a 290 réseaux rien qu'en France. Donc ça fait autant de têtes de réseau, autant de lieutenants, comme je disais, etc. Enfin, c'est une pieuvre, c'est terrible. Et donc, du coup, on a besoin justement de changer cette époque-là et d'être plus proactif et de se dire aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à subir ? Ou est-ce qu'on y met les moyens ? Et dans ces cas-là, ça passe par, effectivement, il y a eu un rapport sénatorial, c'est une prise en compte, on met les moyens, on fait la guerre. Mais nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, mais quand les magistrats disent ça, ils sont retoqués, je le répète, par le ministre de la Justice qui dit ça n'existe pas. Alors, Monsieur Boton est avec nous. Ça ne va pas avec le roman qu'on nous vend tous les jours. Mais bien sûr, mais je suis d'accord avec vous. Mais Pierre Boton, très vite, Pierre Boton. Non, je voulais dire un mot sur la question, c'est qui était prêt sur le commando ? Qui était prêt à prendre de tels risques, à tuer comme ça les gens ? Donc on s'intéresse beaucoup à l'entourage et notamment aux amis d'enfance, parce que c'est pas anodin, c'est à Évreux que ça s'est passé. Il était incarcéré au Baumettes, il a été pour quelques jours, quelques semaines dans sa Normandie natale pour un procès, et c'est là qu'il a été évadé. Pierre Boton est avec nous. On l'a eu la semaine dernière sur ce qui se passe dans les prisons. Bon, c'est intéressant parce que c'était formidable de vous écouter. Alors, vous allez sans doute nous redire ce que vous nous aviez dit dans les grandes lignes l'autre jour. Je retiens une chose dans notre dernier entretien. Vous avez dit je suis pas crédible parce que moi-même j'ai fait de la prison, parce que moi-même je suis un délinquant et je suis pas audible. Il y a une forme d'honnêteté à le dire tel que vous dites. Bon. Il n'empêche qu'on vous entend quand même. Moi, je vous écoute parce que c'est un témoignage. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que vous avez dit « j'ai voulu parler à Éric Dupond-Moretti et il ne m'a pas écouté et il n'a pas voulu entendre ». Mais si ça, c'est le quotidien des prisons, j'ai dit tout à l'heure, c'est open bar, évidemment qu'on est sidéré de lire ce qu'on lit ce matin dans Le Parisien. Et je le répète, le journaliste a accès à ça parce que des gens lui ont donné... Et c'est sans doute des policiers parce qu'ils en ont ras-le-bol. Parce qu'autrement, ça ne sortirait pas. Le journaliste, il ne peut pas avoir à faire à ça. Donc, c'est presque politique aussi, cette action. C'est-à-dire que vous avez des policiers qui disent, en fait, on ne peut plus rien faire. La seule chose qu'on fait, c'est de se mettre dans l'illégalité pour qu'enfin le politique réagisse. Et je trouve ça très intéressant, Monsieur Boton. Bonjour. Bonjour. Donc voilà. Vous savez le sous-titre de mon livre, c'est « Ce qui se passe en prison est pire que ce que vous imaginez ». Et chaque jour, à chaque fois qu'il y a un événement, on s'aperçoit que ce que je dis est la réalité. Et on parle là d'un détenu. Mais il faut savoir que dans une prison comme la Santé que j'ai fréquentée, vous avez plusieurs quartiers et des gens comme ce détenu-là, il y en a pratiquement dans chaque bâtiment. Il ne faut pas croire que c'est un cas isolé, M. Pro. C'est quelque chose qui se généralise dans toutes les prisons de France. Parce qu'il y a une chose qui est rentrée avec la drogue, c'est l'argent. Voilà. Et il faut poser le problème différemment. M. Pro, compte tenu de tout ce que l'on voit, 2 surveillants sur le carreau, un dont la femme était enceinte. Vous y allez, vous, pour 2200 € par mois ? Mais plus personne n'y va. Et on voit aujourd'hui que ce que je raconte dans mon livre est vrai. Ils se font cracher dessus, ils se font insulter, ils se font menacer. Mais vous y allez pour 2200 € par mois ? Bien sûr que non. Alors ensuite, c'est très intéressant ce que dit le monsieur qui est syndicaliste, parce qu'il a raison. C'est en fait, lorsqu'il a déroulé les leaders de l'administration, les patrons de l'administration, ils sont tous carriéristes. Ils veulent surtout pas d'ennui. Donc, ils appuient sur les surveillants et sur la base, qui, je le répète, sont de la chair à canon,
ils appuient sur la base de telle façon à ce que eux, il n'aient surtout pas d'ennui. Et la seule proposition que je fais, c'est ce que je fais immédiatement. Il faut changer les dirigeants de l'administration pénitentiaire pour mettre des gens peut-être de l'armée, peut-être des magistrats, mais des gens qui ne soient pas du système. Parce que de toute façon, vous en virez un d'une prison, il arrive dans l'autre avec le même logiciel. Le même logiciel qui est surtout pas de vague, c'est le surveillant qui va payer, c'est une faute du surveillant d'étage. Et l'histoire des moyens, je suis désolé, mais j'y crois pas. Hein. C'est pas vrai. C'est une question de volonté politique. Non, mais ce que vous dites est effectivement intéressant. Moi, je rêverais que M. Dupond-Moretti, qu'on a invité 10 fois, mais qui ne veut pas venir, évidemment, parce que peut-être lui poserait-on des questions auxquelles il ne veut pas répondre. Ça serait très intéressant, d'ailleurs. Il ne veut pas venir sur ce plateau. Je le comprends, puisque manifestement, on ne lui pose pas les questions sur les autres plateaux qui pourraient le déranger. Sur l'une des dimensions données par Pierre Botton, à savoir l'argent en lien à la drogue, dans le rapport sénatorial qu'a évoqué M. Couvi, l'estimation basse de ce que cela rapporte au narcotrafic est aujourd'hui estimée à 4 milliards par an, de 4 à 6 milliards. Il y a 1000 tonnes de cocaïne, ce qu'ils appellent dans le rapport sénatorial le tsunami blanc, qui déferle en Europe chaque année. Et donc, il y a par exemple 6% des containers juste qui sont vérifiés. On voit bien donc que la puissance publique, elle est absolument pas aujourd'hui adaptée à ça. Et nous en avons la traduction avec quelqu'un qui, depuis sa cellule, M. Amra, est l'un des acteurs, mais pas un petit acteur certainement, et l'un des acteurs dans le spectre moyen. On va marquer une pause, il est 9h24, bien évidemment. Restez avec nous, Pierre Botton. Mais la vérité, c'est vrai pour la prison, c'est vrai pour l'école, c'est vrai pour plein de sujets. Par exemple, ce que dit M. Botton est très intéressant. Faut peut-être... c'est ça, changer de logiciel, c'est mettre à la tête d'une prison quelqu'un. Ben voilà. À supposer, je pense qu'il a complètement raison sur le pas de vague. Mais évidemment, mais pas de vague. C'est vrai pour les ministres, c'est vrai pour les proviseurs, c'est vrai pour les directeurs pénitentiaires, parce que les gens. Ce qu'on peut comprendre, d'ailleurs, voilà. Bon, mais c'est pour ça qu'il faut tout changer. En fait, il faut tout changer. Vraiment, et je ne peux pas vous dire autre chose. Quand j'ai dit changer de logiciel, tous les jours, on en a un exemple. Ça ne fonctionne pas. En fait, tout ce qu'on fait depuis des années ne fonctionne pas. Mais on y va, et ça empire.